Bonjour à toutes et à tous ici à Paris, en présentiel ou en distanciel connectés sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Solène Le Fur, directrice du programme Eau à la Banque des Territoires, pour cet événement que nous avons intitulé « Comment financer durablement les services publics de l'eau ». Dans un contexte marqué par le changement climatique et les enjeux autour de la gestion de l'eau dans les territoires, le financement des infrastructures et des services publics de l'eau constitue un défi majeur pour les acteurs publics. Mais comment financer ce mur d'investissement dans un contexte budgétaire délicat ? Voilà des questions que nous avons voulu adresser cet après-midi avec le collectif Aquagir et le ministère de la Transition écologique, que je remercie tout particulièrement pour leur implication et leur intervention aujourd'hui. Alors, le Hub des Territoires, c'est un dispositif qui a 4 ans, qui a été mis en place pour permettre des échanges, pour permettre de croiser des points de vue, de partager des retours d'expérience autour des défis auxquels font face les territoires sur le champ de la cohésion sociale et de la transition écologique, qui sont les 2 piliers du plan stratégique de la Banque des Territoires. On organise ici des temps d'échange, comme cet après-midi, mais aussi des rencontres sur invitation ou encore des ateliers de travail avec les partenaires de la Banque des Territoires. Alors, ça nous permet de réunir des collectivités, des organismes de logement social, des entreprises de l'économie mixte, des entreprises privées. Et on travaille ensemble pour donner envie de passer à l'action, pour partager les solutions, voire les co-construire. Alors, on est ravis d'accueillir de nouveau un temps d'échange autour de l'eau cet après-midi, puisque nous avons déjà abordé à plusieurs reprises cette thématique au Hub. L'année dernière, on a organisé un cycle d'événements autour de la gestion de l'eau, qui a fait l'objet d'un podcast. Je vous invite à en prendre connaissance si vous ne l'avez pas encore fait. Et sachez que l'ensemble des événements publics qu'on organise ici sont enregistrés. Vous pouvez avoir accès au replay sur la chaîne Banque des Territoires sur YouTube. Voilà, on a une programmation riche et variée. On ne traite pas que de la question de l'eau. Là, on est embarqué dans un cycle sur le changement, l'adaptation au changement climatique. On a fait une première séquence il y a quelques jours et on aura 3 nouvelles sessions à la rentrée en septembre, octobre et novembre. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à le faire pour avoir l'ensemble de ces informations. Sans plus tarder, je passe la parole à Solène qui va vous présenter un peu le déroulé de cette séquence. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet accueil au sein du beau Hub des Territoires, ce lieu qui est tout particulièrement fait pour ce type d'échange cet après-midi. Donc ravie de vous accueillir ici pour parler de l'eau en cette fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez de quoi vous hydrater en cette période de canicule où on se rend compte que l'eau est vraiment vitale et que la gestion de l'eau est vraiment la gestion d'un service essentiel à la vie. Alors cet après-midi, on a 1h30 d'échange effectivement sur ce sujet du financement de la gestion de l'eau et ce temps d'échange va se structurer en 5 étapes. On va avoir tout d'abord un temps d'introduction pour nous plonger dans le sujet. On aura ensuite un temps d'état des lieux avec des témoignages d'acteurs locaux et également une étude de marché portée par la Banque des Territoires. On aura ensuite un temps de prise de hauteur, de prise de recul avec des représentants de fédérations très importantes dans le secteur de l'eau. Et puis, avant de conclure, on fera un zoom sur la plateforme aquagir.fr qui, rappelons-le et on le rappellera plusieurs fois cet après-midi, fête cette année et à date, c'est 2 ans. Alors, si les intervenants tiennent tous leur timing, on aura un peu de temps pour les questions. Donc, évidemment, en salle, le moment venu, n'hésitez pas à lever la main. Et à distance, n'hésitez pas à utiliser le chat. On saura aller regarder vos questions et les reprendre et les partager ici en live. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous propose d'accueillir tout de suite pour l'introduction Costa Castrinidis, qui est le directeur des prêts à la Banque des Territoires, également sponsor du programme sur l'eau dit Aquagir de la Banque des Territoires. À toi, Costa. Merci Solène, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de dire quelques mots d'introduction pour ce nouvel événement organisé par notre programme, le programme Aquagir, puisque si notre plateforme
partenarial Aquagir fête ses 2 ans. Pour lui rendre hommage, nous avons souhaité prendre son nom pour que notre programme lancé à l'occasion du plan eau lancé par l'État il y a un peu plus de 2 ans marque son caractère partenarial et soit encore plus visible pour venir en soutien des politiques de l'eau exercées par les exécutifs locaux sur l'ensemble du territoire. Pourquoi c'est important qu'on ait ce rituel finalement de rencontre en cette période particulièrement caniculaire et nous étions retrouvés à la même période l'an passé et il y a 2 ans, parce que c'est aujourd'hui un sujet extrêmement prégnant que la question du financement de l'eau, politique publique, qui est confrontée à 2 enjeux majeurs. Un enjeu quantitatif, caractérisé par la question du stress hydrique, qui, dans les jours que nous vivons aujourd'hui, est une problématique particulièrement prégnante. On va connaître un été qui va avoir un impact fort sur la ressource, comme nous l'avions connu il y a 3 ans déjà. Ce stress hydrique, il se matérialise de manière très concrète par d'ores et déjà des restrictions. Il y en a eu dans les Pyrénées-Orientales, il y en a eu également dans les Ardennes. Et ce sujet de la préservation de la ressource va nécessiter des investissements croissants, notamment sur le grand cycle et sur les questions de préservation de la ressource. Et en parallèle, de plus en plus, on a un sujet de qualité de la ressource à adresser. Il y a le sujet des métabolites, des PFAS, de la nouvelle directive européenne qui va nécessiter des investissements croissants pour potabiliser l'eau. Et quand on cumule ces 2 sujets qui ont des répercussions immédiates d'ores et déjà sur les territoires, je pense au Rhin, où en avril et mai dernier, il y a eu là aussi des coupures d'eau potable du fait d'un caractère non potable, donc un enjeu de santé publique. Quand on regarde l'ensemble des investissements nécessaires, on se rend compte qu'on est confronté finalement à un mur d'investissement. Le Cercle de français de l'eau avait publié une étude qui reprenait également un chiffre qui avait été travaillé par l'Union des industriels de l'eau, d'environ 4,5 milliards d'investissements nécessaires tous les ans pour adresser la question des réseaux, de l'assainissement et de l'eau potable. Ce chiffre n'intègre pas la question des micropolluants. Donc c'est un chiffre qui est encore sous-évalué par rapport à l'enjeu d'investissement nécessaire au cours des prochaines années. Un chiffre intéressant à mettre en regard avec l'étude qui sera présentée tout à l'heure, qui est une étude extrêmement intéressante et probablement la première du genre, puisqu'on est vraiment allé chercher quelle était la réalité des politiques territoriales d'investissement dans le domaine de l'eau, pour avoir une idée du niveau d'investissement annuel sur la base des marchés publics passés par les exécutifs locaux et les maîtres d'ouvrage. Quand on voit finalement ces résultats, sans les dévoiler dans le détail, mais on voit qu'on est plutôt sur un trend assez récurrent, assez finalement flat d'une année sur l'autre par rapport à l'enjeu d'investissement qui devrait au contraire être croissant. Alors du point de vue du financeur que nous sommes, ce que je le rappelle évidemment, la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts, son rôle premier est d'accompagner les exécutifs locaux, de soutenir le portage des projets, notamment en apportant une capacité de financement de très long terme à travers les aquaprêts. C'est la manière dont nous avions historiquement apporté notre soutien au secteur. De plus en plus, nous avons pris conscience qu'il nous fallait aller plus loin pour pouvoir travailler de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs publics et privés, aux côtés de l'État et j'excuse Célia Delaverne qui devait être avec nous ce matin, la directrice eau et biodiversité, qui, si je comprends bien, est dans une gestion de crise qu'on peut imaginer du fait de la période. Mais nous avons Monsieur Lamotte, sous-directeur auprès d'elle, qui interviendra juste après moi. Et je l'en remercie parce que, évidemment, ce programme que nous déployons, nous le faisons en partenariat avec l'État. Mais pour revenir un peu à la genèse, on est rentré dans le sujet à travers nos financements, nos aquaprêts,
prêts. Je le rappelle qu'ils peuvent aller jusqu'à 80 ans par endroit pour soutenir des projets sur le territoire. Mais nous avons également rapidement éprouvé le besoin de manière partenariale de remonter finalement la chaîne de valeur et de pouvoir éclairer les équipes territoriales dans le passage à l'acte, dans la prise de décision initiale. Nous y travaillons à travers notre plateforme Aquagir, qui fête ses 2 ans, qui regroupe aujourd'hui plus de 1200 offreurs de solutions publiques et privées, qui est vraiment une plateforme à votre attention, à l'attention des porteurs de projets, pour pouvoir les aider à trouver à la fois de la documentation, des retours d'expérience sur des projets qui ont été réalisés et qui ont eu un impact positif, un apport aussi pédagogique à travers des kits pédagogiques. On reviendra tout à l'heure avec Sébastien Lafitte sur le dernier kit pédagogique qui a été travaillé récemment, qui est un outil vraiment à la destination des porteurs de projets pour leur donner des clés supplémentaires pour pouvoir lancer les projets qui sont nécessaires, et enfin de la mise en relation avec des offreurs de solutions publiques et privées pour pouvoir plus facilement accélérer le passage à l'acte. C'est important à mes yeux que les utilisateurs de cette plateforme Aquagir intègrent finalement une communauté de travail, une communauté qui nous permet d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des échanges de pair à pair. On s'en nourrit et surtout ces échanges permettent à chacun de grandir sur cette question du comment faire et du comment faire de manière efficace. Toujours dans notre approche du programme Aquagir, on a lancé le 21 mai dernier, à l'occasion du Printemps des Territoires, un outil qui s'appelle AquaRepère, qui est un outil de data science qui agrège des données qui existent dans le secteur de manière à pouvoir très facilement avoir accès à l'état de la ressource en eau sur le territoire. Cet outil AquaRepère, qui est un outil accessible, tout à fait gratuit, tout à fait démocratique dans son accès, est vraiment tourné vers l'ensemble des acteurs territoriaux, les collectivités locales, mais également les équipes des agences de l'eau, des services déconcentrés et puis nos propres équipes de la Banque des Territoires pour pouvoir en quelques clics avoir accès à l'état de la ressource en eau. C'est un outil très partenarial qu'on a conçu là aussi avec de nombreux acteurs, l'Office, l'OFB, le BRGM et de nombreux acteurs qui, à nos côtés, ont rendu possible cet outil qu'on va continuer à améliorer au fil du temps. Si on en vient à la question du financement, pas être trop long, mais peut-être vous dire que évidemment cette question est la question centrale à nos yeux. Le modèle économique de l'eau est un modèle qui est aujourd'hui finalement chahuté par plusieurs défis. Le défi de la sobriété en est un. Finalement, dans un modèle économique qui est très corrélé au volume, comment adresser l'évolution de la sobriété qu'on appelle tous de nos voeux, comment s'adapter aux dérèglements climatiques, aux conflits des usages, et finalement, est-ce que les principes l'eau paye l'eau et pollueur, préleveur, payeur, qui sont les principes sur lesquels cette politique a été conçue par nos prédécesseurs, est-ce que ces principes sont toujours valables aujourd'hui ? Est-ce qu'il est raisonnable de penser que le mur d'investissement dont je parlais tout à l'heure va in fine être payé par les consommateurs, par les usagers ? Est-ce qu'il y a d'autres modèles alternatifs à faire émerger ? C'est une question vraiment centrale et je me réjouis qu'on puisse l'adresser ainsi tout au long des débats à venir, avec de notre côté
En conclusion, l'enjeu de continuer à être mobilisé dans les mois qui viennent dans le cadre d'Aquagir pour aider encore plus à apporter de la prospective, du contenu pédagogique, des partages d'expériences, des partenariats comme celui avec le Cercle français de l'eau, comme celui que nous avons avec le ministère, et je vais laisser la parole à Damien, et évidemment continuer à mobiliser le plus possible nos aquaprêts qui, je le rappelle, sont adossés sur notre épargne. Quand la Banque des Territoires intervient en financement, elle le fait sur la base de nos livrets A, de nos livrets de développement durable. Et c'est en transformant cette épargne qu'on arrive à faire des prêts de très long terme, très concessifs, qui sont un outil approprié pour pouvoir investir sur des infrastructures de long terme comme le sont les infrastructures du secteur. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi d'échange et j'invite vraiment les collègues présents et les collègues en ligne à se mobiliser pour pouvoir rendre la séquence la plus interactive. Et je remercie également tous les intervenants qui vont se succéder à ce micro dans les prochaines minutes. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup, Costa. Et tu as fait une belle transition vers Damien Lamotte. Alors, Damien, est-ce que tu nous entends ? Ah, génial. On t'entend également. Et on te passe la main. Donc, Damien est l'adjoint à la directrice de l'eau et la biodiversité, donc au ministère de la Transition écologique. Et je pourrais citer beaucoup plus de qualificatifs que ça, mais je te laisse, Damien, la main pour nous donner un petit peu la vision de l'État sur ce sujet du financement de l'eau et te remercie le ministère pour son partenariat autour de cet événement. Merci beaucoup Solène et bonjour à tous. Alors merci beaucoup de nous donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, j'excuse Célia Delaverne qui est directrice de l'eau et de la biodiversité et qui, comme l'indiquait Costa, est retenue par la gestion de crise. Alors, cette gestion de crise et la période de chaleur qu'on rencontre en ce moment met effectivement la ressource sous tension et plus généralement un marqueur du réchauffement climatique qui est en cours, qui se traduit par des raréfactions de ressources, qui se traduit aussi, Costa le disait, par des questions de qualité de l'eau, de pollution, puisqu'on a des concentrations dans ces périodes de raréfaction des polluants, et donc nous interpelle vraiment à plusieurs titres, vous interpelle sur les territoires, on en est conscient, et font que beaucoup de signaux s'allument au rouge sur la quantité, sur la qualité, et posent évidemment des questions, des moyens qu'on est capable de mobiliser pour faire face à ces enjeux. Alors, avant de revenir sur la question du chiffrage de ces enjeux et puis des pistes, peut-être qu'on peut esquisser pour y répondre, redire qu'au ministère de l'écologie, on croit très fort au modèle qui a été mis en œuvre en France sur la gestion à l'échelle de bassin. Alors évidemment, il y a une structuration au niveau communal, du bloc communal, des regroupements au niveau des syndicats qui sont directement confrontés à ces enjeux. Et il y a l'approche bassin qui permet d'organiser une solidarité au-delà des solutions qui peuvent être trouvées localement, en faisant jouer la solidarité à différentes échelles entre les catégories d'usage notamment, mais également entre l'amont, l'aval du bassin, entre l'urbain et le rural. Voilà, donc il y a ce fonctionnement hydrographique qui prévaut maintenant depuis les années 60, qui est une manière de prendre les enjeux à bonne échelle, puisque l'eau ne s'arrête pas aux frontières administratives, et puis de travailler sur un partage des enjeux à une échelle cohérente et de mettre en œuvre en dernier ressort cette solidarité que j'évoquais. Donc je le dis parce que on voit que ces échelles de bassin sont de temps à autre remis en cause. Pour nous, dans cette période où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, c'est évidemment un point fort du modèle français qu'il faut consolider et sur lequel on doit pouvoir s'appuyer pour répondre aux enjeux qu'a évoqué Costa. Sur la question des enjeux financiers maintenant, alors on partage complètement le diagnostic qui a été fait. Les chiffres du Cercle français de l'eau
ont permis de caractériser les moyens qui sont d'ores et déjà consacrés à l'eau, près de un peu plus de 20 milliards d'euros chaque année, donc 1% du PIB français. Ça montre l'importance du sujet. Et surtout, l'étude du Cercle français de l'eau a montré que ces moyens n'étaient pas suffisants, qu'il faudrait probablement les augmenter de plus de 10 milliards d'euros et 4 milliards seulement sur les infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Donc, ça montre effectivement l'importance de l'enjeu, le mur d'investissement qui est devant nous. Et ces chiffres qui sont ceux du Cercle français de l'eau, ils sont en train d'être confirmés par l'étude qui est engagée, qu'on ne va pas vous restituer aujourd'hui parce qu'elle n'est pas tout à fait finalisée, mais sur laquelle on sera évidemment très preneur de vous la restituer dès l'automne, qui est conduite dans le cadre du 4e cycle de la directive 4 sur l'eau, sur la récupération des coûts, et qui convergent sur les mêmes montants, sur le même gap à pouvoir consolider pour faire face aux enjeux. Alors, des choses ont été faites ces dernières années. Là aussi, Costa l'a évoqué. Il y a eu un plan eau qui a été lancé par le président de la République qui conforte les moyens des agences de l'eau et qui conforte notamment les moyens sur le petit cycle de l'eau, ce qui est une nouveauté puisque les programmes précédents des agences de l'eau avaient plutôt eu tendance à augmenter les moyens sur le grand cycle de l'eau, ce qui est une très bonne chose et qu'il faut poursuivre, mais qu'il n'y ait d'une certaine manière les enjeux également sur le petit cycle et le plan eau lancé par le président de la République en 2023 et puis qui depuis a été consolidé dans les 12e programmes des agences de l'eau reconnaît la nécessité d'augmenter les moyens sur le petit cycle et à ce titre 180 millions sont mobilisés sur l'accompagnement des collectivités, sur le financement des infrastructures d'eau potable. Il y a 50 millions également sur l'assainissement. Donc le sujet est bien pris, évidemment pas à la hauteur des chiffres que j'évoquais précédemment, qui se chiffrent en milliards, mais l'intérêt des moyens des agences de l'eau sont aussi qu'ils peuvent faire effet levier sur d'autres financements. Donc le plan eau est une des briques qui a été posée ces dernières années pour poser des premiers jalons pour faire face à ces enjeux. Et puis, je ne peux pas ne pas évoquer également la réforme des redevances des agences de l'eau qui essaye de capitaliser sur le modèle qu'évoquait Costa, à la fois le modèle pollueur, préleveur, payeur. Donc, cette réforme des redevances des agences de l'eau, elle s'attache à envoyer un signal prix plus fort sur les prélèvements, un signal prix essai nouveau sur la performance des services d'eau potable d'assainissement, et puis surtout essaye de poser un jalon dans le renforcement de l'équité et de la contribution entre les usages. Donc un pas a été fait avec des efforts supplémentaires qui sont demandés aux industriels pour faire en sorte que l'augmentation des contraintes ne porte pas quasi exclusivement sur les collectivités, sur les services d'eau. Et puis la question du pollueur-payeur continue à se poser avec les enjeux agricoles et notamment les travaux qui se poursuivent sur l'augmentation des tarifs de la redevance pollution diffuse. Voilà, donc cette réforme est conduite. Les travaux, comme je vous l'indique, se poursuivent sur comment également mobiliser le monde agricole dans la logique pollueur-payeur à laquelle on tient. Et évidemment, ça a permis de poser un premier jalon. Pour autant, on en est bien conscient, au regard des montants des enjeux qui se chiffrent en milliards, ces évolutions qui ont été posées ces dernières années ne suffiront pas et nécessitent d'adresser d'autres leviers. Alors, évidemment, il y a le levier du prix de l'eau et la question de la tarification, qui est une question, qui nous interroge. On a aujourd'hui un modèle qui fonctionne encore très largement sur une tarification du prix de l'eau qui est dégressive et donc qui n'est pas incitative en termes de sobriété des usages. Donc, il y a des questions qui se posent sur la construction de cette tarification pour qu'elle soit plus juste, pour qu'elle soit plus incitative. Ça nécessite également d'avoir une meilleure connaissance des consommations, des prélèvements. Ça nécessite de développer la télérelève, la bancarisation des données. Donc, c'est autant de sujets qui sont en cours de réflexion
au sein du ministère de l'écologie avec ses partenaires, des sujets qui sont partagés également avec le Comité national de l'eau et sur lesquels on doit pouvoir avancer. Voilà, donc il y a ces enjeux quantitatifs qui sont très forts. Il y a des enjeux également qualitatifs, Costa l'a dit, qui sont très forts également, qui posent la question dans l'immédiat d'apporter des réponses aux Français, aux consommateurs, donc avec des réponses sur les installations de traitement, sur le curatif, mais qui nécessitent aussi, quand on fait du curatif, qu'on traite dans le même temps le préventif. Donc ça pose la question du financement des interventions sur le grand cycle de l'eau. Et en face de ça, il y a également des outils qui se structurent. Vous l'avez noté, il y a une redevance qui a été votée en début d'année sur les PFAS pour apporter des réponses de solidarité aux services d'eau qui sont confrontés aux besoins de traitement des eaux destinées à la consommation humaine. Donc là aussi, c'est un premier jalon. On n'est vraisemblablement pas à la hauteur des besoins, mais c'est un jalon qui est posé sur lesquels on va capitaliser, avoir du retour d'expérience et progresser. De la même manière, il y a la responsabilité élargie des producteurs qui est introduite par la directive eaux résiduaires urbaines révisée, qui met dans le paysage la contribution des émetteurs de polluants pour financer des traitements avancés quaternaires. Donc, on voit qu'un panel d'outils se structure pour venir en soutien des collectivités. Et puis, dans ce hub organisé par la Banque des Territoires, je ne peux pas ne pas citer également les aquaprès que Costa a mentionné. La question qui se pose pour nous, c'est comment on articule mieux les subventions des agences de l'eau et les prêts de la Banque des Territoires dans un équilibre à construire en fonction des projets qui nécessitent aussi qu'on travaille. Les choses ont été tout juste engagées, mais on souhaite pouvoir les accélérer à l'avenir, travailler sur un parcours d'usagers plus simple pour les services d'eau. Voilà, donc beaucoup de questions qui se posent. On a une opportunité, c'est que le sujet est bien appréhendé au plus haut niveau, puisque le Premier ministre a souhaité engager des conférences nationales sur l'eau. Elles viennent tout juste de démarrer. Elles doivent donner la parole aux territoires, aux acteurs de l'eau, pour faire remonter leurs préoccupations, leurs solutions. Et tout ça sera collationné au niveau national pour donner un nouvel élan, capitaliser évidemment sur tout ce qui existe, mais donner un nouvel élan à nos travaux pour apporter des réponses aux enjeux qui ont été évoqués. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est évidemment saisissez-vous de cette occasion qui est donnée aux territoires, aux acteurs, de faire remonter leurs propositions et qui vont permettre de consolider l'agenda de travail gouvernemental dans les années qui viennent en soutien des politiques et des actions que vous menez au quotidien. Donc merci à tous et puis bons travaux pour cet après-midi. Merci beaucoup Damien. Merci également à Costa pour ses propos introductifs. Et finalement, en belle transition, tu nous renvoies, Damien, vers les territoires et les porteurs de projets qui sont à la manœuvre sur la gestion de l'eau. Donc on va justement avoir une séquence de témoignages. Donc j'invite Monsieur Bruno Forel à me rejoindre ici, et puis Christophe Douget, donc je vois connecté à distance. Donc, bonjour à tous les deux. Monsieur Douget, vous êtes maire de Montrevaux-sur-Èvre, vice-président de Mauche Communauté en charge du grand cycle de l'eau et également président d'un syndicat d'eau potable, le syndicat interdépartemental pour l'alimentation en eau potable des Mauges et de la Gâtine. Bruno Forel, vous êtes président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, le SM3A, et également président de l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Alors, je vais vous poser quelques questions et puis on pourra peut-être prendre quelques questions de la salle si toutefois il y en a. Donc, Monsieur Douget, peut-être en propos introductifs, est-ce que vous pourriez nous dresser un peu le panorama des enjeux de l'eau sur votre territoire ? Bonjour à toutes et tous. Désolé de ne pas être présent avec vous en présentiel.
ce que je peux vous dire, c'est que Mauges Communauté est une jeune collectivité. Nous sommes une communauté d'agglomération dite rurale qui existe que depuis l'année 2016. Et nous avons regroupé 64 communes historiques en 6 communes nouvelles. Et nous avons créé cette nouvelle communauté d'agglomération. Et nous lui avons confié toutes les compétences que nous ne pouvions pas exercer convenablement dans nos communes historiques et même communes nouvelles, et notamment donc toutes les compétences de l'eau, et ce depuis 2020. Et donc depuis 2020, la communauté d'agglomération exerce les compétences des milieux aquatiques, la prévention des inondations, la production d'eau potable, la distribution, bien évidemment, l'assainissement, qu'il soit collectif ou assainissement non collectif, et depuis récemment, la gestion des eaux pluviales. Nous sommes dépendants des affluents de la Loire et de la Loire en alimentation d'eau potable. Et comme ça a été indiqué, l'année 2022 nous a vraiment fait, même si nous, acteurs de l'eau, nous en étions conscients, mais la population a pris conscience que l'eau devenait une ressource rare et qu'elle n'était pas inépuisable, alors qu'on avait toujours imaginé que la Loire pourrait nous fournir en eau de manière permanente. Et pour cela, donc en 2020, nous avons créé un service de l'eau qui n'existait pas. Et donc aujourd'hui, nous avons 76 agents pour gérer toutes les compétences que j'évoquais tout à l'heure et les liens que nous avons avec les collectivités ou les EPCI avec qui nous avons transféré cette compétence. Nous avons la bagatelle quand même de 85 systèmes d'assainissement, ce qui n'est pas neutre en milieu rural. En matière d'eau potable, nous avons 2 usines, 3000 km d'eau potable pour 52 000 abonnés. Écoutez, merci beaucoup pour ce panorama. Et donc, vous le mentionniez, hein, cet été 2022 qui a été marquant pour tous les territoires et donc même pour les citoyens qui ont pu remarquer qu'une ressource a priori abondante ne l'était pas vraiment. Comment on va dire cette année a éventuellement marqué la consommation de l'eau sur votre territoire? Enfin, tout à l'heure, Costa l'évoquait, et le plan eau le porte, cet enjeu de sobriété collective que l'on a. Est-ce que ça s'est illustré localement et quel effet ça a sur la gestion de vos services de fait? Alors, l'année 2022 nous a permis, par exemple pour cette année, l'épisode que nous vivons actuellement, d'anticiper. 2022 a fait que nous constatons une baisse régulière de la consommation d'eau de nos abonnés, entre 1 à 2% par an. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais nous étions sur une phase plutôt de consommation. On est un territoire économique très attractif et très dynamique. Et nous avons vu, malgré tout, cette baisse de consommation et on peut s'en réjouir. La deuxième chose, c'est que l'été 2022 a fait prendre conscience et on a découvert que les 121 000 habitants des Mauges devenaient experts dans la gestion de l'eau. Ils nous demandaient, mais pourquoi vous ne récupérez pas les eaux usées de vos stations d'épuration? Mais si, on en récupère certaines pour de l'irrigation agricole. Mais comment on pourrait faire pour utiliser l'eau pluviale, la gestion de l'eau également la gestion intégrée de l'eau pluviale à la parcelle. Donc, il y a vraiment eu un déclenchement, une œuvre collective vers la pédagogie de l'eau et qui se poursuit maintenant. Et je l'évoquerai tout à l'heure avec, dans un second point sur la partie travaux, où en fait, il y a une acceptation justement de cette modernisation de nos réseaux, qu'ils soient eau potable, assainissement. Ensuite, on a une veille très particulière sur le rendement de nos réseaux. On a plutôt un bon rendement, on est autour de 87% de rendement. Malgré tout, je l'évoquais tout à l'heure, 3000 km de réseau vieillissant parce que certains datent des années 60. Et puis, on a, avec notre prise de compétences, on a aussi pris conscience qu'il y avait tout un territoire des Mauges qui était isolé et qui, si jamais il y avait un problème sur son usine d'eau, n'était plus raccordé en interconnexion aux autres réseaux des Mauges. Et donc, nous avons fait ce choix-là. Et puis, nous avons lancé aussi notre schéma directeur d'eau potable, justement, pour nous projeter sur les futurs investissements. Mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis, le phénomène de 2022 a fait aussi prendre conscience qu'il y avait encore des lieux-dits qui n'étaient pas raccordés à l'eau potable. C'est-à-dire que nous avons 250 villages, petits lieux-dits,
qui sont encore avec des puits et qui, du fait des sécheresses et canicules, et là une deuxième qui se manifeste 3 ans après la précédente, vont nous poser la question de comment on peut fournir de l'eau potable à ces lieux-dits qui ne sont pas aujourd'hui raccordés. Et puis, dernier point, vous le citiez tout à l'heure, je préside aussi le syndicat SIDAEP Moche-Gâtine. Nous avions une usine, une très très vieille usine qui sécurise toute la partie sud du Maine-et-Loire. Et nous avons engagé des travaux de modernisation pour qu'en 2029, on ait une usine moderne pour sécuriser tout ce territoire. Merci pour ce panorama de ce qui se passe sur l'eau, sur le territoire de Mauges Communauté. Je me tourne vers vous, Monsieur Forel, pour avoir aussi un panorama un peu certainement différent sur un autre territoire, donc le vôtre. Donc sur le bassin de l'Arve, quels sont les enjeux associés à l'eau auxquels vous êtes confrontés ? Le SM3A que j'ai la chance de présider est un syndicat très différent, puisqu'il s'occupe principalement d'eau sauvage, mais pas que. C'est un EPTB. Cet EPTB recouvre la vallée de l'Arve. L'Arve est la rivière qui coule du Mont Blanc vers Genève et qui est l'un des principaux apports d'eau, notamment fraîche, et ce sera très important dans l'avenir, pour le Rhône. C'est une rivière qui a aussi, donc vous l'avez entendu, la caractéristique d'être à portée internationale puisqu'elle traverse la Suisse. Les enjeux sont des enjeux liés à l'inondation, à la sécurité, et évidemment à l'alimentation en eau potable sur la globalité du territoire. Un EPTB, c'est un endroit où les enjeux de l'eau grand cycle rencontrent les enjeux de l'eau petit cycle. Et je veux le dire avec beaucoup de force et d'importance. Il n'y a pas de tuyau utile s'il n'y a pas d'eau dedans. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'eau dans un tuyau ? C'est qu'il y a un grand cycle qui fonctionne correctement. Il est vrai, ça a été dit tout à l'heure, que les agences de l'eau ont soutenu et soutiennent le grand cycle de l'eau. Aujourd'hui, en temps de disette ou de crainte de manque, la concentration et l'attention est beaucoup portée sur l'eau potable. Et il faut en même temps garder les deux jambes solides, les deux yeux ouverts. Il n'y a pas de petit cycle pertinent s'il n'y a pas de grand cycle fonctionnel. Les enjeux du territoire qui est le mien sont ceux-là. Nous ne cessons de battre record sur record. Depuis 4 à 5 ans, alors que ça n'arrivait jamais autrefois, l'isotherme est au-dessus du Mont Blanc. Ça veut dire que les neiges éternelles ne le sont plus. Elles fondent. Jusqu'à maintenant, ça arrivait en août. C'est arrivé le 25 juin. Donc, la question aujourd'hui de la thermie, des difficultés que ça engendre, sont importantes. Le recul des glaciers est maintenant quasi constatable à l'œil nu. Vous faites un petit time code, prenez une photo tous les jours pendant les 3-4 mois d'été, vous le voyez reculer, le glacier. J'ai dû mettre en œuvre avec mon syndicat des travaux d'urgence pour corriger une digue du torrent des Bossons, qui est un des 2 torrents qui coulent du fameux glacier des Bossons. Pour ceux qui de temps en temps allaient en Italie par le tunnel, le glacier blanc que vous voyiez autrefois au haut sommet du tunnel, maintenant vous voyez plutôt un glacier gris. Mais ça, c'est le glacier des Bossons. Au front du glacier des Bossons, il y a une rivière exutoire, comme en bas de tous les glaciers. Eh bien, c'était la rivière des Creusettes. Et depuis extrêmement longtemps, cette eau s'écoulait là. Eh bien, l'été dernier, le glacier ayant reculé, l'évacuation de l'eau a changé. C'est dans le glacier des Bossons. Le torrent des Bossons. Le torrent des Bossons traverse la totalité de Chamonix.
connaissez tous Chamonix, j'imagine, avec un gabarit qui n'est donc plus le même. Voilà des enjeux qui sont devant nous, également en territoire de montagne, des enjeux de sécurité. Stabilité des coteaux, gabarit des cours d'eau, tout ça est devant nous également. Et c'est bien la maîtrise du grand cycle dont il est question. Voilà, un peu. Alors, en termes de chiffres, c'est 400 000 habitants, à peu près de bassin versant. C'est 400 000 habitants, une organisation d'un EPTB qui recouvre dans un seul et même unique établissement public de bassin la totalité des collectivités locales concernées par le bassin versant de l'Arve, la totalité. Toutes les communes, toutes les communautés de communes, tous les comités de communes sont autour de ce syndicat. Tous les services d'eau et d'assainissement s'y retrouvent, discutent avec la question du grand cycle pour que tout cela constitue une politique unifiée. Et je reviendrai tout à l'heure sur tous les avantages et les intérêts qu'a ce modèle. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Et alors, donc, ça fait beaucoup d'enjeux, tout ça. Donc, si j'en reviens à la communauté de communes, la communauté Mauges Communauté, pardon. Donc, vous nous avez parlé, Monsieur Douget, de réutilisation des eaux usées traitées, de beaucoup de systèmes d'assainissement à maintenir en bon état, d'enjeux d'interconnexion pour assurer l'alimentation en eau potable et même d'accès donc à l'eau potable pour une frange de la population. Donc beaucoup d'enjeux à adresser et du coup un modèle économique et du financement à aller trouver, à aller chercher pour financer tout ça. Donc comment vous faites? Quelles sont vos ressources? Alors c'est exactement cela. Vous avez très bien décrit ces enjeux. Tout d'abord, partir de la situation que nous avons trouvée en 2020. Nous avions des prix hétérogènes de l'eau. Et donc, nous avons travaillé à une convergence tarifaire donc jusqu'en 2029 pour avoir le même prix de l'eau, quel que soit l'endroit où on habite dans les Mauges. Également pour l'assainissement, juste avoir à l'esprit que le facteur allait de 1 à 2,5 pour l'eau ou l'assainissement. Donc, il y avait une forme d'inéquité sur l'ensemble des Mauges, des tarifs qui étaient très faibles, c'est-à-dire que les communes ne commençaient à penser tarification de l'eau que quand elles avaient des projets d'investissement. Et puis il y avait des communes qui n'avaient pas forcément les moyens également. Il n'y avait pas de trajectoire tarifaire, il n'y avait pas de plan pluriannuel d'investissement, donc on s'est attaché à mettre ça en place sur ces cinq années. Et puis il y avait des inéquités entre certes les habitants, mais aussi les acteurs économiques. Et vous l'aviez dit tout à l'heure en introduction, nous avons trouvé une situation où la tarification était dégressive. C'est-à-dire plus vous consommiez d'eau, moins cher était le mètre cube. Donc nous sommes attachés en 2021 à mettre en place une tarification progressive, c'est-à-dire je dirais plutôt une tarification sociale pour les 30 premiers mètres cubes. Le foyer moyen des Mauges est autour de 90-100 mètres cubes de consommation par an. Et donc nous avons fait une tranche de 30 à 120 mètres cubes. Et puis ensuite, nous avons une tarification de l'eau qui est 50% plus chère au-delà des 120 mètres cubes. Et puis, ça a été dit aussi tout à l'heure, nous avions très peu de données, donc nous avons créé une base de données de tous nos abonnés, de tous les branchements, les systèmes SIG pour connaître l'ensemble des réseaux. Et puis, il y avait très peu de contrôle aussi d'exploitation de nos réseaux, donc nous avons mis ça en place. Ça fait globalement un programme de 200 millions d'euros sur 10 ans d'investissement, que ce soit sur l'eau potable, l'assainissement et l'eau pluviale. On est sur un programme où on est soutenu de manière triennale par l'Agence de l'eau, soit par les accords de programmation et puis le nouveau programme qui débute cette année et que nous allons renouveler. Et puis, nous sommes accompagnés aussi, dans une moindre mesure, mais il faut quand même le souligner, par le conseil départemental du Maine-et-Loire, qui suit aussi toute notre démarche, je dirais, progressiste, dynamique dans le domaine du suivi de l'eau. Et puis, bien évidemment, il nous faut voir à moyen et très long terme. Et nous avons contractualisé, que ce soit Mauges Communauté au titre de l'eau potable et de l'assainissement ou le syndicat SIDAEP Mauges-Gâtine, nous avons contractualisé avec la Banque des Territoires pour bénéficier des aquaprêts. Et il est clair que c'est pour nous un véritable partenaire important. Et si nous n'avions pas cet accompagnement-là, je pense que toute l'ambition que nous avons pu mettre dans notre projet de l'eau, eh bien,
serait voué à l'échec parce que nous ne pourrons pas le mener à bien. Merci beaucoup. Et juste pour notre éclairage, le projet de convergence tarifaire, est-ce qu'il il était prévu avant l'année 2022 ou est-ce que vous l'avez prévu après? Est-ce qu'il a été ajusté en fonction de... Je dirais qu'il y avait peut-être des élus qui avaient souhaité anticiper, et c'était le cas sur ma commune de Montrevaux-sur-Ève. Nous avions déjà fait le lissage pour arriver en 2020. Mais il y avait une disparité sur l'ensemble des 6 communes. Et là, jusqu'en 2029, nous faisons à la fois le lissage et aussi une augmentation tarifaire pour pouvoir financer notre programme d'investissement. Juste peut-être un message, c'est que pour nous, le prix de l'eau n'est pas tabou. Nous disons clairement que le prix de l'eau va augmenter tous les ans. Notre objectif à atteindre en 2029, que le message que je passe en conseil communautaire ou quand j'ai une intervention à faire, c'est qu'en 2029, pour 1,50 € par jour, c'est-à-dire le prix du pain d'aujourd'hui, dans notre baguette de pain, en milieu rural, je ne connais pas quel est le prix du pain chez vous, eh bien, un foyer des Mauges bénéficie d'une eau de qualité et d'un système d'épuration de qualité. Voilà, c'est juste ça. Certes, le prix de l'eau va augmenter, mais ça représente un prix de l'eau quotidien d'1,50 € pour un foyer. Très bien, merci énormément Monsieur Douget pour ce témoignage. Je me retourne vers vous Monsieur Forel. Donc vos enjeux sont plutôt liés au grand cycle de l'eau. Ils paraissent un peu démesurés ces enjeux-là. Comment vous faites pour les adresser et pour les traiter? J'imagine que votre compétence sur le grand cycle vous permet de lever une taxe, la taxe GEMAPI. Est-ce que vous la levez? Est-ce que c'est suffisant? Alors, bon, évidemment, les modes de financement sont assez importants. Il y a 300-400 km linéaires de digues à soutenir. Il y a un certain nombre de choses à faire. On ne le fait pas seul. Alors, on commence par bénéficier d'un autofinancement. C'est la taxe GEMAPI, 17,50 € par habitant. Par habitant, population DGF. Et chez nous, c'est important, parce qu'on a aussi des enjeux d'âge de culture, on a des enjeux comme ça. Vous avez des stations, vous avez Chamonix, vous avez Saint-Gervais, vous avez Megève, enfin, vous connaissez tout ça. C'est dans cette vallée-là. Donc, ces collectivités-là, elles participent à 17,50 € par habitant, population DGF. C'est-à-dire population corrigée de la fréquentation touristique. Vous le savez, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, une station comme les Ouches, je sais pas si vous connaissez, c'est 2000 habitants permanents. C'est 30 000 habitants DGF. Vous voyez que le rapport est essentiel. La raison de cela, c'est la solidarité amont-aval. Elle est fondamentale. C'est que ce sont des têtes de bassin qui ont beaucoup de risques liés à la présence de l'eau sur leur territoire, sous forme de neige, de glace et d'eau. Et en bas, il y a un bassin de population important. C'est Genève et sa proche périphérie française, qui est le côté urbain. Alors il y a un risque, il y a un enjeu inondation, mais qui est beaucoup moins lourd et beaucoup moins important. Et pour que la partie urbaine ait accepté le jeu, il fallait bien que la partie tête de bassin fasse un effort particulier. C'est l'équilibre que nous avons trouvé. Donc ça, c'est notre autofinancement. Avec cet autofinancement, nous avons monté des PAPI, plan d'aménagement et de prévention des inondations. C'est le soutien de l'État. Là, c'est l'État qui nous aide sur les questions liées au danger. Et lorsque les opérations sont sur des digues d'État, parce qu'un certain nombre de digues sont domaniales dans notre vallée, eh bien ça peut recouvrir des financements qui vont jusqu'à 80%. Le SM3A investit globalement. Alors il y a aussi la renaturation, je vais en parler après, mais en termes d'investissement, le SM3A c'est 19 millions d'euros par année à peu près, entre 14 et 19 selon les années. Et donc, nous avons à l'heure actuelle un PAPI 2 dont le montant global d'investissement est de l'ordre de 70 millions d'euros.
Donc il y a un autofinancement qui permet de générer des travaux. Je ne vous cache pas que c'est évidemment quelque chose d'intéressant aussi économiquement pour un territoire. Parce qu'il faut le dire aussi, l'eau c'est sur un territoire un facteur de développement et de travail économique essentiel. Nos entreprises de BTP prennent de l'expérience, prennent de la qualité qui est exportable à travers des capacités de développement de travaux comme cela. Bref, ça c'est sur le côté risque. Après, il y a le côté environnemental. GEMAPI, il y a milieu aquatique dedans. Et chez nous, il y a des tourbières d'altitude, il y a des zones humides. Il y a 1200 chapelets de zones humides sur le sommet de la vallée. L'humidité est consubstantielle du climat montagnard. Donc, ce sont des lieux à protéger. Il y a des marais de fond de vallée, il y a tout ça à faire. Alors là, notre partenariat, toujours un autofinancement qui provient de la GEMAPI. Et puis notre partenariat, il est plus orienté vers le département. Puisque le département va accepter de créer un espace naturel sensible alluvial et lui permet de cofinancer nos travaux liés à l'environnement à travers la politique espace naturel sensible. Et puis évidemment, ça a été rappelé tout à l'heure, en France, on a un système extrêmement précieux, qui est la gestion par grand bassin, agence de l'eau. Nous avons un partenariat très étroit avec l'agence de l'eau. Nous allons signer, après avoir terminé un premier contrat, le dernier contrat, nous allons signer dans la semaine prochaine un contrat au climat, qui va nous permettre aussi de financer des actions liées cette fois plus à la qualité des milieux, à la qualité de l'eau. Nous avons instrumentalisé la totalité de notre bassin de manière à connaître, avoir une quinzaine, vingtaine d'éléments sur les têtes de bassin, les milieux de bassin et l'exutoire du bassin, qualité de l'eau, différents éléments quantitatifs, qualitatifs, pour se rendre compte de l'évolution de notre masse d'eau principale. Parce qu'il faut savoir que la vallée de l'Arve est aussi un des centres industriels français de sous-traitance les plus importants. Donc on cumule comme ça pas mal de choses. Voilà financièrement la manière dont on travaille. Donc agence de l'eau, département, et puis autofinancement à travers la GEMAPI et État pour les questions liées à la sécurité. Voilà la convocation un tout petit peu de nos partenaires qu'on remercie quotidiennement. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça. Merci Monsieur Forel. Et là, je vais vous poser une question plutôt du fait de votre casquette de président de l'ANEB, parce qu'on a cité donc l'étude du Cercle français de l'eau tout à l'heure, et cette étude, elle met aussi au devant le fait que les coûts environnementaux, donc les coûts nécessitant le retour au bon état des masses d'eau, seraient évalués autour de 5 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, en tant que président de l'ADEME, en termes d'enjeux pour l'avenir des EPTB, EPAGE et autres acteurs du grand cycle de l'eau? Eh bien, surtout, ça m'évoque quelque chose du point de vue de notre avenir. Pas tellement du point de vue de l'ANEB, des EPAGE et autres systèmes d'organisation nombreuses et diverses. Il faut se le dire avec beaucoup de clarté et de simplicité. On résiste beaucoup plus longtemps sans manger que sans boire. C'est pas un hasard. On regarde beaucoup l'eau comme une ressource. Oui, c'est une ressource, mais c'est une ressource pour nous en tant que l'une des espèces la plus importante à nos yeux, qui habite ce petit coin de pays. Mais nous ne pouvons pas vivre sans que toutes les espèces autour vivent. C'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure en disant il n'y a pas de tuyau intéressant s'il n'y a pas d'eau dedans. Nous avons à financer nos outils de gestion de l'eau, de potabilisation, d'assainissement, et le témoignage de Monsieur le maire et tout ce qui s'est organisé sur son territoire montre à quel point des progrès monumentaux se sont faits ces derniers temps. Mais l'enjeu, il y a deux murs. Il n'y a pas que le mur de l'investissement lié au petit cycle. Il y a aussi le mur de ce que nous devons faire pour arriver à mieux gérer l'eau sur l'ensemble de nos territoires. Et comment allons-nous laisser de l'eau à tout ce qui caractérise notre biotope et nous permettre d'exister?
Ces enjeux-là sont colossaux. Les zones humides, leur protection, notre capacité à travailler sur la thermie des rivières. Nous menons avec la Fédération de pêche une étude sur la thermie des principaux torrents de notre vallée, parce que c'est essentiel. Une truite à 22 degrés, elle ne peut plus vivre. Aujourd'hui, quand je vous dis que l'isotherme est au mois de juin, au 25 juin, au-dessus du Mont Blanc, je vous laisse imaginer la température de l'eau de nos rivières à truites qui sont 1400, 1500, 1600 mètres plus bas que le début des stations du Grand Montet. C'est évident qu'on va au-devant d'énormes difficultés. Or, on s'en fout de perdre une truite, on est d'accord. Mais avec la truite partiront, avec la truite partiront toute la végétation qui vont avec. Aujourd'hui, par exemple, on a de gros problèmes sur les épicéas qui tapissent nos coteaux parce qu'ils sont en stress hydrique. Et sur une petite commune comme la mienne, 3500 habitants, 1200 hectares, je viens de faire un abattage de 1000 mètres cubes en une fois. Et voilà quoi. Donc ces questions-là, et ce qui a été évoqué dans cette étude auquel nous avons participé avec le Cercle de l'eau, ce qui est évoqué, c'est tous ces coûts qui sont encore aujourd'hui masqués et que nous avons du mal à bien appréhender. Donc il faut aussi qu'on se colle cet enjeu-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Forel. Merci, Monsieur Douget, pour ces témoignages très concrets. Et j'invite maintenant Solène Bornenave, qui est directrice de projet stratégique à la Banque des Territoires et qui va nous évoquer donc l'étude de marché portée par la Banque des Territoires, qui visait à nous éclairer déjà, nous, en interne, sur l'évolution de la dynamique d'investissement des acteurs publics dans le secteur de l'eau. Ok, donc pas très facile d'enchaîner après ce constat, mais je vais quand même essayer de vous présenter ça. Déjà en introduction, Costa on a vraiment dit quelques mots. À la Banque des Territoires, ce qui nous importe, c'est vraiment de détecter et de comprendre les priorités des territoires en matière d'eau. Alors on mène des enquêtes clients, on recueille du déclaratif, mais on avait besoin de confronter vraiment ces intentions et ces témoignages dont vous nous faites part du côté des collectivités. On voulait vraiment les confronter avec des données objectives. Alors on s'est tourné vers la commande publique en nous disant que beaucoup de beaux projets de territoire portés par des acteurs publics devaient partir de là. Et cette intuition s'est plutôt confirmée. Vous voyez ici l'exemple d'Aliotis à Nice, qui est un projet qu'on connaît bien à la Banque des Territoires et dont le cycle de maturité se devine au travers de la commande publique. Donc vous le voyez, on a ici une maturation longue avec d'abord des études, puis une consultation de travaux et enfin une recherche de financement. Donc tout ceci s'étend sur plusieurs années et ce sont des projets qui ont besoin vraiment de maturer dans les territoires. Et donc en ça, la commande publique était assez révélatrice. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un périmètre de recherche au sein de la commande publique autour des investissements en faveur du grand et du petit cycle de l'eau. Donc on n'a pas mené une étude exhaustive de tous les coûts du financement de l'eau puisqu'on regarde la commande publique. Donc on n'y voit que ce qu'il y est, donc c'est-à-dire que tous les investissements portés par des entités privées ne seront pas visibles. De même, on a choisi d'écarter toutes les dépenses qui étaient liées à la maintenance pour vraiment regarder l'investissement. Et donc on a combiné le nombre de consultations et les montants associés à ces consultations depuis 2019. Et donc cette analyse des résultats, elle nous a permis d'identifier certains constats qui nous ont été utiles et qu'on a souhaité partager avec vous. Donc la plupart, vous allez le voir, ne sont pas forcément révolutionnaires, on s'en doutait, mais cette étude a l'avantage d'avoir permis d'objectiver des choses qu'on sentait. Et donc une publication verra le jour dans les prochaines semaines, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en avoir un premier avant-goût. Peut-être le tout premier constat qu'on avait envie de mettre en avant, c'est cette stabilité de la commande publique depuis 2019. Sur notre périmètre, elle s'élève autour de 5 milliards d'euros par an. À l'exception de l'année 2020 qui a été marquée par les élections municipales et le Covid, et l'année suivante qui a connu un petit effet de rattrapage.
Et pourquoi est-ce qu'on a voulu en parler en premier lieu de ce constat? C'est parce que ça nous a un petit peu dérangé et interpellé. On en a parlé, tous les intervenants en ont parlé, on sait que les besoins augmentent, on sait que le déficit d'investissement se creuse et qu'on peut aujourd'hui parler de mur d'investissement et qui est de mieux en mieux documenté. On en parlait avec cette étude du Cercle français de l'eau et que ce qu'on constatait dans la commande publique, c'était cette stabilité malgré ce contexte de hausse des besoins. Une deuxième famille de constats est liée à l'équilibre des forces en présence, avec le maintien du rôle des communes. Donc vous le voyez, autour de l'année 2020, leur part a baissé. Donc il y a eu une vague de transfert de compétences des communes vers les EPCI et les syndicats. Mais depuis cette vague, il n'y en a pas tellement eu. Et vous le voyez sur ce graphique, c'est la part en noir. Donc on est passé de 23% à 18%, et en fait on s'est des montants exprimés dans la commande publique, et on s'est stabilisé autour de ces ordres de grandeur, et sans doute que ça devrait le rester dans les prochaines années, puisque j'imagine que vous le savez, ces transferts ne sont plus rendus obligatoires. Et donc sans juger de la pertinence du rôle des communes en tant que donneurs d'ordre, on voulait simplement souligner quelques petites observations subsidiaires. La première, c'était que ce transfert de compétences des communes vers les EPCI et les syndicats s'était accompagné en fait d'une montée en puissance de la taille des opérations. Vous le voyez, la part des très petites opérations, en dessous de 500 000 €, elle a eu tendance à décroître lorsque les communes ont transféré cette compétence. Donc voilà, augmentation de la taille moyenne des opérations du fait mécanique de cette concentration des acteurs. Donc vous voyez sur mon graphique, c'est ce qui est, tout est un peu en rouge, mais c'est la partie du bas. Donc les très petits projets représentaient 53% des montants et 90% des lots exprimés en 2019. Après 2021, on est plutôt sur 41% du nombre de consultations et uniquement 87% des montants. Donc un effet masse critique, si je puis dire, du fait de cette concentration des acteurs. La deuxième observation qui est assez liée à ce jeu d'acteurs, c'est le fait de l'accélération des investissements dans les départements où les transferts ont été les plus présents. D'ailleurs, on avait plusieurs témoignages qui venaient plutôt de syndicats. Ce qui était assez amusant, c'était de voir que cette cartographie que vous voyez là, donc c'est la cartographie des investissements dans le petit cycle de l'eau, elle ressemble franchement à la cartographie des transferts de compétences dans le petit cycle de l'eau. Donc bien sûr, il y a plein de raisons qui font qu'une collectivité investit. Il y a le besoin, il y a la population, il y a la capacité de financement. Mais on a regardé que ce paramètre en fait de gouvernance et de capacité d'investissement, il était quand même lié à une certaine masse critique des acteurs. Et d'ailleurs, l'inverse est assez vrai puisqu'on a juxtaposé cette cartographie par rapport à la cartographie des besoins d'investissement sur le petit cycle de l'eau et on observe qu'il y a des départements qui auraient beaucoup besoin d'investissement sur lesquels on a assez peu d'investissement justement du fait de cet éclatement de la compétence petit cycle de l'eau qui est plutôt concentrée dans les communes. Et donc finalement, ce statu quo avec les communes qui restent quand même avec un certain poids au sein de la commande publique, on peut se dire que d'une certaine manière, on se prive d'un effet volume de la concentration des opérations et d'un effet accélérateur, puisque après la phase de transfert, les EPCI et les syndicats en compétences ont plutôt eu tendance dans un premier temps à investir. Le troisième constat, là encore, on se disait que c'était peut-être pas pour tout de suite, mais en fait si, c'est l'extrême polarisation des consultations liées au grand cycle de l'eau. Comme vous pouvez le voir, elles sont déjà très polarisées dans les départements les plus exposés au risque d'inondation, de sécheresse ou de submersion. Donc on a regardé dans le détail, on a beaucoup de consultations qui correspondent à des interventions à la suite de catastrophes en urgence. Il y a aussi évidemment un petit peu de préventif, mais c'était quand même assez marquant puisque cette cartographie, elle se calque quasiment parfaitement avec la cartographie des catastrophes naturelles de ces dernières années, avec les inondations en Isère, la sécheresse en Hérault, les inondations et le recul du trait de côte en Gironde. Donc ça, c'était quand même assez marquant. On s'en doutait, on se demandait si c'était pour tout de suite, et oui, c'est vraiment effectif et c'est vraiment là. Il y a des réparations, oui, j'ai entendu ça dans le public, il y a aussi des réparations liées à ça. Et quatrième constat, donc on en a parlé également avec les intervenants, qui concerne les modes de financement. Donc on est parvenu à objectiver les différences de modes de financement entre les projets liés au petit et au grand cycle de l'eau.
Donc là, l'info nous vient pas de la commande publique. On a plutôt été chercher, ouvrir notre boîte noire à la Banque des Territoires et de regarder parmi les opérations qu'on accompagne. Et donc, on a fait plusieurs constats sur cette base-là. Donc, bien sûr, on n'a pas tous les modèles économiques, tous les modèles financiers de toutes les opérations liées à l'eau. Donc, on est vraiment sur le prisme de ceux qu'on accompagne à la Banque des Territoires. Et donc, plusieurs choses. Déjà, en termes de proportion de projets subventionnés, on est sur le même nombre à la Banque des Territoires. Les projets qu'on accompagne sont à 74% également financés par de la subvention, qu'il s'agisse du petit ou du grand cycle. Mais là où l'écart se creuse, ça va être dans le détail en termes de proportion. Par exemple, la part de subvention, elle est beaucoup plus élevée pour les projets liés au grand cycle de l'eau, mais ça, on en parlait également en introduction, c'était une des priorités du plan eau. À l'inverse, la part de fonds propres, de manière assez mécanique, elle est moindre. Donc on peut émettre l'hypothèse que la fiscalité est moins utilisée par les collectivités pour financer le grand cycle de l'eau, qui est également moins pourvoyeur de recettes. Donc c'est peut-être normal qu'on ait cet équilibre-là. Donc vous le voyez, les fonds propres, c'est 16% sur le petit cycle et c'est 12% sur le grand cycle. Et enfin, le dernier trait, c'était que la part d'emprunt était moins élevée sur le grand cycle de l'eau, où dans le grand cycle de l'eau, culturellement, les collectivités ont peut-être plus de facilité à s'endetter pour financer le service public d'eau et d'assainissement, dont le retour sur investissement est peut-être plus facilement mesurable. Et donc toutefois, on peut quand même conclure en disant que ces équilibres, ils ne sont pas immuables. On en parlait, ça dépend d'une politique nationale, ça dépend de plans eau qui, eux, évoluent et sont amendés. Et donc nous, à la Banque des Territoires, on fait en sorte d'être présents à la fois sur le petit et sur le grand cycle et d'essayer d'accroître notre soutien au grand cycle de l'eau en travaillant au plus proche des agences régionales de l'eau, parce qu'il se pourrait que ce type de projet soit moins subventionné dans les années à venir. Et un cinquième constat que je voulais vous partager, donc je vous prie d'excuser ce tableau qui n'est pas forcément le plus clair, je vais essayer d'avoir un propos un petit peu plus simple, c'est qu'il y a un effet d'entraînement entre la montée en connaissance et le passage à l'action. Dit autrement, les collectivités qui ont publié des consultations de prestations intellectuelles, donc de la maîtrise d'œuvre ou de l'ingénierie, elles sont plus nombreuses à publier des consultations de travaux par la suite. Donc là, vous le voyez sur mon schéma, c'est cette diagonale verte. À gauche, vous avez toutes les collectivités qui s'engagent dans des prestations intellectuelles et à droite, ce sont celles c'est les mêmes cohortes, mais qui également déclenchent des marchés publics de travaux. Et donc à la Banque des Territoires, ça nous conforte à penser que tout ce qui permet d'aider les collectivités dans leur diagnostic, dans le montage de leurs projets en ingénierie, aidera in fine les projets à voir le jour sur les territoires. Peut-être quelques mots de conclusion qui se veulent quand même optimistes. J'ai essayé de quand même trouver des pistes, des motifs de se réjouir. Donc certes, vous l'avez vu, la commande publique, elle est stable, mais au sein de cette commande publique, on a vu que la proportion de prestations intellectuelles, elle avait tendance à s'accroître. Et donc peut-être, on peut faire l'hypothèse que ça fera levier sur des projets de travaux dans les années à venir, du fait de cet effet d'entraînement que j'ai précédemment évoqué. Et enfin, cette hypothèse de la gestation de projet, elle est confortée par ce qui est directement exprimé par les collectivités. Donc à la Banque des Territoires, on a un observatoire de la transformation écologique où on interroge régulièrement des collectivités sur leurs projets liés à la transformation écologique. Et le sens de leurs propos était assez cohérent avec les conclusions qu'on avait dans cette étude de marché, qui était de dire que les projets liés à l'eau, c'était des projets qui étaient en très forte réflexion. Les collectivités savent que c'est une priorité. Elles ne savent pas encore tout à fait par quel bout le prendre, donc elles sont en phase d'études. Et donc probablement qu'il y aura des projets à venir dans les années qui suivent. Merci beaucoup Solène. On espère que les élus qui se préparent à porter leur candidature pour les prochaines élections municipales t'entendent et que c'est de bonne voie pour la suite. Donc on vient de terminer notre séquence sur l'état des lieux et on va essayer maintenant de se projeter vers l'avenir et d'essayer de rester sur cette touche positive. Donc j'invite à la tribune à me rejoindre Estelle Grelier, qui est présidente de la Fédération des entreprises de l'eau, Thierry Burlot, qui est le président du Cercle français de l'eau, déjà cité à plusieurs reprises cet après-midi, et également Régis Ten, qui est chef du département cycle de l'eau à la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc je vous invite à vous installer, à prendre un micro, à appuyer sur le bouton si toutefois le voyant n'est pas au vert. Et puis je vais vous poser finalement une première question de transition, donc sur ces éléments-là qu'on vient de partager, de constats sur l'évolution de la commande publique liée à l'eau, sur les témoignages locaux. Est-ce que ça reflète aussi votre regard d'expert sur le secteur ? Est-ce que vous auriez des messages complémentaires à partager sur ces éléments de constat ?
éventuellement. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais féliciter Christophe et Bruno, parce qu'à travers ces deux exemples, on a vu la diversité des situations. Et c'est ça qui est difficile à appréhender, parce qu'en fonction du territoire dans lequel on se trouve, les réponses ne seront pas les mêmes. Les réponses ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les témoignages, parce que, et Christophe l'a dit, il faut peut-être commencer par ça. Le prix de l'eau, quand même, c'est pas cher. Il faut quand même se le dire. Et c'est quand même, quand on prend l'étude du CFE, la moitié de la politique publique de l'eau en France, c'est le prix de l'eau. La moitié, quasiment. Donc, alors je suis pas à me dire qu'il faut absolument utiliser ce levier-là, mais Christophe a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit 1,05 € par jour et par foyer pour bénéficier d'une eau de qualité épurée. Attendez, c'est donné. Regardez le coût de la téléphonie, par exemple. Donc je pense qu'on a à réfléchir sur le prix de l'eau. Et je pense que le vrai défi, c'est de pouvoir continuer à desservir une eau au robinet de qualité. Parce qu'il faut qu'elle soit de qualité. Parce qu'elle sera toujours trop chère si elle n'est pas de qualité. Donc il faut qu'elle soit de qualité. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut qu'on garde la confiance dans le réseau d'eau public. Ça, c'est extrêmement important. Et voilà, c'est ma première remarque. J'en aurai d'autres, mais bon, je vais laisser les collègues. Oui, je souhaiterais entendre, moi, Régis, sur la réaction sur le prix de l'eau. Non, mais je pense pas que le prix de l'eau en tant que tel soit une vertu et que le niveau de prix soit en soi une vertu. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un prix de l'eau qui couvre les besoins financiers. Et effectivement, ils ne sont pas les mêmes partout. C'est comme ça, c'est peut-être illégal, inéquitable, tout ce qu'on veut, injuste. Il y a des territoires où c'est plus facile que d'autres. Bon, il y a des territoires où, pour ce qui concerne le petit cycle, effectivement, les prix devront augmenter très très significativement, et d'autres territoires sur lesquels les augmentations seront sans doute moindres. Et en plus, en faisant attention à ne pas se laisser emporter par des pourcentages, parce qu'effectivement, quand on a des prix de l'eau à 50 centimes, une augmentation de 50 centimes, ça fait 100%. Quand on est déjà à 4 €, ça fait que 10%. Donc voilà, il ne faut pas se laisser non plus emporter. La deuxième chose, c'est, par rapport au programme d'investissement, c'est évident que dans les années qui viennent, les besoins en investissement et les coûts de fonctionnement qui vont être générés par ces investissements, il n'y a pas de miracle. Bon, si on renouvelle des canalisations, on réparera un peu moins de fuites, mais tous les systèmes de traitement, etc., génèrent des dépenses supplémentaires aussi de fonctionnement. Et donc, il faudra, là encore, donc augmenter le prix de l'eau et de l'assainissement, mais reste quand même que les augmentations qui sont liées à des filières de traitement, c'est quand même un échec global de la politique de préservation de la ressource en eau. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable de préserver ni en quantité ni en qualité nos ressources, et que la tendance à vouloir technologiser ou apporter que des réponses en matière de traitement, elle est, à mon sens, sur les décennies qui viennent. À court terme, c'est peut-être valable, mais sur les décennies qui viennent, c'est un aveu d'impuissance, et c'est même appuyer sur l'accélérateur dans le mur. La préservation de la ressource, et Bruno Forel l'a dit tout à l'heure, la qualité de la ressource, la pérennisation de la ressource en quantité et en qualité, c'est de toute façon la clé des décennies qui viennent. Oui, tu l'exprimes très bien, Régis. Donc, on a cet enjeu à la fois de prévenir, de préserver l'avenir, et en même temps de traiter ce qui existe, qui est là, ce qui est dans le circuit. Et donc, technologiquement, on est plutôt à la pointe. Estelle, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres réactions par rapport aux éléments de constat et à cette stagnation, finalement, de l'investissement public qu'on vient de constater là, à travers l'étude ?
Moi, ce que je retiens de tout ce qui s'est dit précédemment, et merci de votre invitation, c'est que les constats sont assez unanimes, cohérents et au fond partagés. Ils sont étayés, ils sont argumentés, et notamment par l'excellente étude du Cercle français de l'eau. On sait qu'il manque à peu près entre 10 et 15 milliards d'euros. Je le précise, hors application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, dont, vous le savez, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable a un peu alourdi la facture qui avait été envisagée pour la France par Bruxelles, en disant que sur la question de la mise à niveau des rejets d'azote et de phosphore, on était sur la ligne, c'est-à-dire les 5,4 milliards d'euros, 5,4 milliards d'euros qui étaient déclenchés par ces nouvelles normes, mais que, en revanche, sur le sujet du traitement des micropolluants, qui était globalement chiffré à 2,7 milliards, on allait probablement s'orienter vers le double, ce qui suppose quand même de garder le focus là-dessus. On sait qu'il y a un sujet chronique et qui va s'accentuer de sous-investissement. On sait que les financements ne sont pas vraiment toujours là, même quand ils sont portés, j'allais dire, au plus haut niveau de l'État. On a vu que la suite du plan eau n'a pas amené finalement plus de financement vers les services publics d'eau potable et d'assainissement. Probablement moins. Je le dis devant un président de comité de bassin et qui connaît bien, qui connaît bien les agences de l'eau. On sait très bien qu'aujourd'hui les agences de l'eau sont appelées, et probablement c'est une bonne chose, à financer d'autres sujets que les seuls services publics d'eau et d'assainissement. Donc il n'y a probablement eu jamais aussi peu d'investissements fléchés depuis les agences de l'eau vers ces services publics. Donc on connaît le sujet du financement. On est aujourd'hui tous mobilisés, et tous autour de cette table, autour de la ministre Pannier-Runacher, sur les conférences nationales sur l'eau. Nous, ce qu'on a dit, je crois, assez unanimement, et c'est mon premier point, c'est de dire les constats, ils sont là, ils sont partagés, ils sont cohérents, ils sont unanimes. C'est peut-être le moment de regarder de manière active et proactive comment on passe au plan d'action. Parce qu'on peut sauter de colloque en colloque, de séminaire en séminaire, et il y en a beaucoup, et j'allais dire quelque chose d'assez dur, mais plus il fait chaud, ou plus il y a des catastrophes, plus il y a de colloques sur les sujets. Pour autant, est-ce que le thème a vraiment progressé sur ses fondamentaux ? Je n'en suis pas certaine. Donc, moi, mon premier appel, c'est de dire oui, on sait faire plein de choses, il y a plein de sujets qu'on sait régler, mais aujourd'hui, pour les collectivités territoriales, pour les services publics d'eau et d'assainissement, desquels sont partenaires les opérateurs privés que je représente aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un sujet de financement. Puis enfin, il y a un sujet de pédagogie. Ce qu'ont dit les deux précédents orateurs, l'axe prix de l'eau, qui peut être un axe très médiatique, c'est vrai, ça pèse moins de 1% du budget des ménages, mais quand on doit payer sa facture, on en a probablement une autre approche. Donc c'est aussi le coût du service. Qu'est-ce qu'il y a derrière le coût du service ? Quelle est la pédagogie qu'on doit renforcer pour que les gens comprennent bien comment une eau arrive potable, de qualité, très contrôlée, puisque c'est le produit alimentaire le plus contrôlé, au robinet. Donc je pense qu'autour de ça, on a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Régis, je me permets de te faire réagir par rapport à ce sujet de plan d'action, parce que je sais qu'il y a eu des réflexions collectives menées notamment par la FNCCR, la FP2E et Intercommunalité de France autour de cet enjeu de modèle économique de l'eau potable et de l'assainissement. Et un certain nombre de pistes ont été dessinées. Est-ce que c'est des pistes qui se mettent en ordre de bataille dans les territoires ? Est-ce que c'est des pistes qui te semblent être suffisantes pour adresser l'enjeu et la mesure du chantier là ? Alors je dirais déjà qu'il faut distinguer ce qui est fait au niveau local et ce qui est fait au niveau national. Je vais mettre un peu une pierre dans le jardin de ce que disait Damien tout à l'heure, hein. Mais objectivement, si on regarde les chiffres des arrêtés de répartition, petit cycle, grand cycle, connaissance sur le 12e programme des agences de l'eau, il n'y a pas d'euros en plus pour le petit cycle. Hein. On peut même dire que le plan eau qui prévoyait 325 millions d'euros supplémentaires, 150 en 2024 et 425, donc 175 de plus à partir de 2025. Non seulement les 175 de plus ont été annulés par la loi de finances 2025, et en plus, sur les 150, il y en a 130 qui est reprélevé par Bercy.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation du budget des agences de l'eau, très concrètement, cette année. Donc ça, il y a quand même une petite question là-dessus, et ça reste quand même de savoir si on va aller vers un modèle l'eau et la biodiversité paye eau et biodiversité, ou si on reste petit cycle paye le petit cycle, le grand cycle, la biodiversité et Bercy. C'est quand même un petit souci. Y compris par rapport au message politique, parce qu'effectivement, on parle beaucoup, mais les passages à l'acte, y compris à l'échelle gouvernementale, sont un peu lents, voire en marche arrière. Sur les modèles économiques, les constats qu'on a pu travailler et les propositions, c'est pas une remise en cause du modèle économique en tant que tel. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des redevances pour services rendus, sur le petit cycle de l'eau, mais également d'ailleurs sur le grand cycle de l'eau, n'est pas remis en cause. Une des craintes fortes de toutes les collectivités, ou de la grande majorité des collectivités, ce serait justement d'une fiscalisation et de noyer l'eau. C'est bon. Et voilà, dans le budget général et dans la fiscalité. Le fait d'avoir des budgets annexes, le fait d'avoir des budgets qui soient sanctuarisés est une sécurité, parce que c'est déjà la première étape de transparence pour expliquer aux citoyens et aux usagers à quoi sert l'argent. C'est pas suffisant, il y a des travaux, on mène aussi des travaux pour expliquer le prix de l'eau, pour expliquer les coûts, mais le fait que ce soit déjà isolé dans des budgets, c'est une garantie. La deuxième chose, par contre, c'est qu'il faudrait une réelle application du principe pollueur-payeur et préleveur-payeur. Et là, on en est quand même loin. La loi de 64 l'avait déjà introduit, c'était une première, je ne sais pas au niveau mondial, mais en tout cas au niveau français, d'une fiscalité environnementale. Mais en pratique, elle a à l'époque reporté essentiellement sur les usagers de l'eau potable et de l'assainissement, mais cette solidarité intra-bassin finançait essentiellement l'eau potable et l'assainissement. Aujourd'hui, c'est toujours le petit cycle de l'eau qui finance, et donc la due proportion, entre guillemets, qui était écrite dans la loi de 64 à l'échelle des bassins n'est plus vraie. Aujourd'hui, entre guillemets, le taux de retour, c'est 1/3. La troisième chose, c'est, là aussi sur le principe pollueur-payeur, c'est que les personnes qui génèrent des coûts à travers leur prélèvement, leur déversement, leur pollution, aujourd'hui ne financent pas la politique de l'eau, ou de manière tout à fait marginale. Et donc c'est vrai que dans les propositions, outre les aménagements en matière de tarification de l'eau, de simplification, d'assouplissement des règles, les enjeux aussi de renforcement de maîtrise d'ouvrage, parce que ça on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi que ceux qui génèrent ces coûts contribuent. Et on a parlé de la REP des ERU. On voit qu'elle est quand même. Il y a 4 recours au tribunal de la Commission européenne, de l'Union européenne, contre cette responsabilité élargie du producteur de molécules. La loi Nicolas Thierry sur les PFAS est là aussi contestée sur les montants qui sont en jeu. Et le plan eau et les assises de l'eau qui prévoyaient de rééquilibrer les contributions sur la redevance pollution diffuse, phyto, et son élargissement n'a pas bougé. Donc voilà, c'est aussi ça qui devrait contribuer. Puis après, il y aura des outils d'emprunt, d'équilibrage aussi au sein même des collectivités, contribution aux pluviales, contribution défense incendie. Thierry, je pense que ça fait particulièrement écho en toi tout ce qui vient d'être dit, puisque donc le Cercle français de l'eau entame le 2e volet de son étude sur le financement de l'eau. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'ambition de cette prochaine étude et comment elle va essayer d'amener sa pierre à l'édifice sur cette fameuse question du financement de l'eau qui est bien ardue, comme on vient de le voir? Oui. Je voudrais rejoindre Estelle et Régis pour dire que l'État se comporte pas bien avec les collectivités
dans ce domaine. Alors je comprends les difficultés financières, j'ai pas de souci là-dessus, mais quand on annonce un plan haut, qu'on nous annonce quasiment 500 millions d'euros de plus de redevances, et que derrière, pour nous en Loire-Bretagne, moi je vous donne la situation, je suis obligé de réduire mes subventions parce que je peux pas tout faire, en ayant augmenté les redevances pour tout le monde. Je vous assure que c'est un exercice qui n'est pas facile. Alors, je ne veux pas tirer sur l'État, mais il y a une forme de rupture de confiance, quand même. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il faut construire quelque chose. Et donc, moi, je souhaite qu'on le fasse avec l'État et pas contre l'État, et on a tous collectivement intérêt de trouver des solutions. Parce que c'est collectivement qu'on va y arriver. Parce que entre nous, si chacun va de son côté pour faire des propositions, on est sûr du résultat. Il n'y aura rien. Donc moi, je plaide vraiment pour un collectif qui porte des propositions. Alors, moi, ce que je pense, j'aime pas différencier le petit cycle du grand, mais je vais le faire pour mon explication. Le petit cycle, plus je consomme, plus je paye, ça marche, il y a des recettes, il y a des harmonisations, il y aura des efforts à réaliser, il y a quand même un modèle qui est solide. Le seul souci, c'est ce que vient de dire Régis, c'est est-ce qu'on continue à faire porter le coût des traitements supplémentaires, etc., aux collectivités, alors qu'on constate qu'on n'a pas pris les bonnes mesures pour protéger les captages, pour préserver les ressources en eau, et on doit prioriser avant tout le préventif sur ces sujets-là. Et ce n'est pas forcément aux collectivités d'aller payer les métabolites de pesticides, enfin le traitement des charbons actifs, etc., sans compensation. Donc Ce sont les usagers. Oui. Les collectivités, là-dessus, elles collectent et elles repayent. Oui, enfin, je dis les collectivités, on s'entend. Donc, je pense que s'il y a des coûts supplémentaires, le principe des RED, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça a très bien fonctionné dans d'autres domaines. C'est une très bonne idée. Je ne voudrais pas qu'on fasse la même erreur qu'avec les déchets et qu'on soit capable d'avoir un organisme un peu unique. Et on l'a aujourd'hui à travers les agences de l'eau. Moi, je ne suis pas en train de défendre absolument le modèle des agences, mais il y a quand même une histoire, ça fonctionne. Bon. Donc, je pense que là, on peut trouver des solutions. Sur le grand cycle, on n'est pas du tout sur le même financement et sur le même sujet. Pas du tout. Donc, il faut qu'on réfléchisse différemment. Je vais simplement vous donner un exemple. Je prends le Loire-Bretagne, qui est le plus grand bassin hydrographique français. C'est le plus pauvre. C'est celui qui a le plus grand territoire à gérer, 30% du territoire, je vous l'ai dit. Il y a 2,5 milliards de redevances au niveau national aujourd'hui. 30%, on pourrait s'imaginer, Loire-Bretagne à 750 millions d'euros. On a 400 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on est le plus agricole, on est le moins dense et on est le plus rural. Voilà. Donc quand on travaille sur le grand cycle, la règle, plus je consomme, plus je paye au robinet, ça ne marche pas. Donc il faut inventer de nouveaux modèles. Moi, je pense, très sincèrement, qu'il va falloir l'imaginer, pas en dehors de l'État, mais je pense qu'il faut qu'on se dise tout de suite, d'entrée de jeu, que l'État ne pourra pas seul. Ça a été clair, c'est clair. Donc, il faut imaginer d'autres choses. Par contre, l'État a, à mon avis, à nous aider sur une chose très simple, introduire de la fiscalité environnementale. Plutôt qu'aider, par exemple, à l'imperméabilisation, on aide à protéger les zones humides. Et je prends souvent l'exemple du terrain constructible et du terrain non constructible. Celui qui préserve le bien commun, c'est le non constructible, et lui, il a droit à rien. Rien pour le propriétaire, rien pour l'exploitant, rien pour la collectivité. Donc je pense qu'il faut que l'État introduise des choses nouvelles en matière de fiscalité. Je pense aussi que, pour la première fois quand même, je le dis, dans le 12e programme de l'Agence de l'eau, le financement du grand cycle est en train de dépasser le financement du petit cycle. Donc tout l'argent qu'on met dans le grand, on ne le met plus dans le petit. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'analyse que vous avez faite, madame, tout à l'heure, parce que c'est en train de se démontrer d'ailleurs. Vous voyez, le niveau des subventions diminue pour le petit cycle, et par contre, on est obligé de donner beaucoup d'argent sur le grand en termes de subventions, parce qu'il n'y a pas d'autres recettes, ou si peu. Et c'est ce qu'elle nous a dit Bruno tout à l'heure, même si Bruno ne nous a pas dit ça, mais il est dans un territoire qui a un peu d'argent quand même.
Voilà. Donc il faut imaginer ça. Donc ça passera par des solidarités nationales. Parce que sur le grand cycle, il faut que... Et ça, c'est à l'État de l'imaginer, les solidarités amont, aval, ville, campagne. Et ça, c'est que l'État qui peut le faire. J'ose même dire, pourquoi pas une solidarité interbassin. J'ose même le dire. Alors je sais que les collègues des agences de l'eau et des comités de bassin, ils n'aiment pas ça, parce que tout le monde plaide pour l'autonomie financière de son bassin. Parce qu'évidemment, vous avez bien compris que les plus riches, ils ne voulaient pas partager, et les plus pauvres. Mais à un moment donné, il faudra peut-être se poser des questions. Mais j'ai envie de vous dire qu'on va travailler avec les assurances, parce qu'il faut aussi intégrer dans notre travail tout le risque assurantiel pour les collectivités. Donc vous voyez, il y a un champ qui est assez ouvert, et on va, avec le Cercle français de l'eau et tous nos partenaires, et puis les autres, s'ils veulent nous rejoindre, bien sûr, essayer d'organiser ce travail. Donc le ministère nous a dit tout récemment que dans le cadre de la conférence, il y avait un atelier qui allait travailler sur le financement. Donc on va continuer à travailler. Je vous dis franchement, je ne me fais pas trop d'illusions à court terme, mais on aura des présidentielles dans 2 ans. Je pense que c'est un vrai sujet politique. Et je terminerai par là, parce qu'il y aura à franchir le mur de financement, mais surtout, il y aura à franchir le mur de la compréhension de ces sujets, parce qu'actuellement, c'est tout l'inverse qui se passe. Hein. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, c'est 2 côtés. Vous nous enquiquinez avec vos histoires. Mais ça, c'est pas possible. Hein. On va pas continuer à vivre des journées comme on vit là, sans que nos populations commencent à s'inquiéter. Hein. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à engager sur le changement, qu'il soit fiscal ou qu'il soit politique, de ces questions. Mais encore une fois, on aura des réponses techniques, on aura des réponses financières, mais il faut surtout une vraie réponse politique. Et là, je suis assez d'accord avec Régis aussi, quand il dit la prise de conscience aujourd'hui, elle est en train de mûrir dans les territoires, mais il faut que l'État prenne la mesure de ce qui se passe. Merci Thierry. Estelle, je me tourne vers vous parce que vous avez tiqué quand Thierry a dit que le modèle économique du petit cycle était solide. Donc, est-ce que vous pouvez nous exprimer le fond de votre pensée ? Je n'ai pas tiqué, je suis globalement toujours d'accord avec ce que Thierry peut dire. Ce que je dis, c'est que c'est un modèle qui est réputé solide. Le modèle dans lequel nous, opérateurs, on intervient, c'est globalement le modèle de la délégation de services publics, donc sous l'autorité publique, évidemment. C'est un formidable, je trouve, instrument de collaboration entre le public et sous son autorité et les partenaires privés, et qu'on ne peut pas ne pas regarder le sujet en face. C'est un modèle qui s'est un peu altéré, qui doit être réformé. Pourquoi ? Parce que dans une large partie des territoires, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Intercommunalité de France avec la FNCCR et la FP2E a conduit cette étude et formulé des propositions, on voit bien que la plupart des contrats, c'est en gros, plus on consomme, plus il y a de rémunération. Dans un contexte de sobriété hydrique, il faut quand même se dire que ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc la réflexion qui est la nôtre, à la FP2E, c'est de soutenir, parce qu'ils existent aussi, même s'ils sont minoritaires, des contrats à la performance. Pour ça, il faut aider aussi les collectivités à projeter des trajectoires de sobriété hydrique, parce que ça, ce sont des sujets qui marchent sur le papier. Mais disposer de l'intégralité des données, de projeter en fonction d'une multitude d'indicateurs ce que sera la trajectoire hydrique d'un territoire, ça reste quelque chose... Je sais pas comment. Oui, ça reste quelque chose de pas très évident, et nous on veut bien l'y aider. Et les y aider. Il y a quelques sujets qui nous tiennent à cœur. C'est par exemple la construction du modèle. Aujourd'hui, vous avez une faible part fixe, donc une faible part abonnement dans la facture de l'usager. Or, 80% du coût des services, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, sont des coûts fixes. Donc à un moment, et comme les contrats sont globalement adossés sur la consommation unitaire, l'équilibre de votre service, il repose sur la pluviométrie. Autant vous dire que c'est pas facile quand on est élu, quand on est patron d'un opérateur privé, de projeter ce que sera la rémunération. Donc, c'est quelque chose, ça, qui ne va pas. Donc c'est autour de ça qu'on se dit, en augmentant la part fixe, et en reprenant ce qu'un des précédents intervenants a dit, c'est-à-dire le tuyau, qui fonctionne beaucoup ou pas beaucoup, eh ben, on a besoin du tuyau pour qu'il fonctionne, pour aller alimenter les habitations. Donc il faut entretenir tout ça. Donc on a une proposition d'augmenter le niveau de la part fixe pour stabiliser ce modèle, et pour nous c'est un point extrêmement important. On a d'autres propositions qui sont plus liées
à la pédagogie, l'information des consommateurs. Ça a été précédemment cité, mais j'insiste sur le fait d'avoir des mécanismes ou des dispositifs de radio ou de télérelève, parce que pour agir, y compris sur la limitation de la consommation individuelle, la préservation de la ressource, et tout le monde y souscrit à cet objectif, il faut déjà connaître sa consommation. Donc, on a formulé 25 propositions pour stabiliser un modèle, le renforcer et faire en sorte qu'il soit probablement mieux partagé avec l'habitant qui, au final, finance. Et ça n'est pas sans poser de problème une grande part de tous les usages des services d'eau et de la ressource en eau. Ce qui est aussi ce sujet. Donc si je dois résumer, c'est dans une thématique où dérèglement climatique, multiplication des crises, baisse de la consommation unitaire, mais équité d'accès aux services publics et sobriété hydrique, c'est comment on articule tous ces éléments pour continuer à en faire un modèle solide. On travaille beaucoup là-dessus, et notamment depuis la fédération, et avec tous nos partenaires, mais l'équation n'est pas d'évidence à résoudre. Donc c'est vraiment. Et on travaille avec les collectivités parce que, je le redis, faire s'unir les forces des uns et des autres sur les territoires, des opérateurs privés, des collectivités publiques, pour bien faire fonctionner des services d'eau et d'assainissement qui sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes, ça reste un challenge qui, et je le reconnais pour souscrire à ce que disait Thierry, est un challenge assez sous-estimé. Écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de conclusion de notre table ronde. Merci à tous les trois pour ces échanges. Et je vous propose de passer à l'avant-dernière séquence. Oui, on peut les applaudir. Et je vous propose de passer à l'avant-dernière séquence de cet après-midi avec Sébastien Lafitte, qui est chef de projet Aquagir.fr. Donc, comme on l'a dit en introduction, Sébastien, il y a 2 ans, Aquagir.fr s'est lancé. Et alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nous en sommes après 2 ans d'existence ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Solène, ce n'est pas sans une certaine émotion et chaleur que nous fêtons aujourd'hui donc les 2 ans d'Aquagir.fr, donc le parcours d'accompagnement des collectivités locales dans leur gestion de l'eau qui a été pensé, mûri et lancé par la Banque des Territoires, l'Association nationale des élus de bassin, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de la filière eau, donc Aquavallée et Aquanova, et l'UIE. J'aimerais d'ailleurs commencer par remercier finalement tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué à la création de ce collectif et puis aussi à son succès. Donc, outre les membres fondateurs, je pense aussi à nos autres partenaires, à nos prestataires et puis bien évidemment à mes collègues de la Banque des Territoires, au premier rang desquels le département du digital, la direction des prêts, la direction du réseau et la direction de l'investissement. Donc voilà, un beau succès. Et effectivement, 2 ans après le lancement, le bébé est bien né, puisque aujourd'hui, Aquagir, ce sont plus de 170 000 visiteurs qui ont déjà consulté le site. C'est près de 400 retours d'expérience qui sont aujourd'hui disponibles sur le site aquagir.fr. C'est plus d'1 millier d'offreurs qui sont aujourd'hui référencés sur la place de marché. Et puis aussi, c'est cette collection de kits et d'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 500 collectivités locales qui ont été accompagnées par Aquagir.fr, notamment via ces kits de sensibilisation dont on va parler dans quelques instants. Tout à fait, parce que donc on a parlé financement du petit cycle, financement du grand cycle, même si tout ça ne forme qu'un seul et même cycle interdépendant. Finalement, Aquagir.fr, sur le financement du petit cycle de l'eau, donc des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'est-ce que ça propose ? Alors, plein de choses. Donc, on proposait déjà, quand on a lancé la plateforme, un moteur de recherche d'aide et de financement qui recense aujourd'hui près de 800 aides locales, nationales et européennes que les collectivités peuvent solliciter dans le cadre de leur projet. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le dernier né, notre kit de sensibilisation des élus au coût et financement qui a été lancé pas plus tard que la semaine dernière, qui est aujourd'hui, que vous pouvez commander gratuitement en ligne et qui vous sera livré dans quelques semaines. Et effectivement, qui est le fruit finalement d'un travail collaboratif avec des collectivités locales et plus globalement avec tous les acteurs de l'écosystème de l'eau.
Alors, j'imagine que tout le monde en salle et en ligne est en train de se connecter à aquagir.fr pour aller voir s'il est possible de télécharger le kit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi avoir fait ce kit et puis qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans? Alors, je crois que ça a déjà été beaucoup évoqué avant moi par les différents intervenants, hein. On parle beaucoup aujourd'hui de financement, de prix de l'eau, de murs d'investissement. Et donc, l'idée dans ce kit, c'est de pouvoir venir sensibiliser. C'est aussi un sujet que Thierry Burlot a évoqué juste avant sur la compréhension du sujet. C'est un sujet qui nous semblait important et primordial d'adresser. Donc, dans ce kit, qu'est-ce qu'on va retrouver? Finalement, on va retrouver tous les éléments qui vont permettre à un élu qui n'y connaît peu ou pas grand-chose sur la tarification de l'eau, de pouvoir en savoir beaucoup plus. En termes de coût, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions sur de quoi se compose le coût du service de l'eau et de l'assainissement, ses recettes, quelles sont ses infrastructures, et puis aussi comment est déterminé le prix de l'eau, et aussi de quelle manière est-ce qu'il va pouvoir agir dessus. À une période, on parle beaucoup de tarification saisonnière, de tarification sociale. Ce kit, qui se veut être un outil de dialogue, va permettre finalement de venir sensibiliser les élus à toutes ces questions, modestement bien évidemment. Super. Et pour terminer, Sébastien, est-ce que tu peux nous donner quelques perspectives sur aquagir.fr ? Oui, alors ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est qu'on va continuer à enrichir notre collection de kits de sensibilisation. Donc le kit coût et financement constitue le 3e tome de cette collection qui va s'enrichir donc en septembre prochain d'un nouveau kit qui lui portera sur un autre sujet que sont les responsabilités de l'élu en matière de gestion de l'eau. Donc l'idée de ce kit, c'est de vouloir venir éclairer un élu sur ses responsabilités par rapport à un certain nombre de cas d'usage ou de situations qui peuvent se présenter dans la vie de tous les jours, que ce soit une pollution, que ce soit des inondations, que ce soit une coupure d'eau potable. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en fin d'année, on va aussi enrichir cette collection avec un nouveau kit qui lui portera sur la prospective. Et un jour comme aujourd'hui, pouvoir se positionner à 20, 30 ou 40 ans, voilà, ça fait partie des éléments importants. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle on est en train de travailler. Dans les éléments sur lesquels on va aussi continuer à travailler, on va aussi lancer nos premières communautés, puisque maintenant qu'effectivement le nombre de collectivités locales qui sont inscrites à la plateforme grossit, on va commencer à venir animer ces collectivités locales. Donc on travaille d'arrache-pied à ce sujet-là. Et puis, sans dévoiler trop de secrets, plus globalement, on travaille sur un programme d'adhésion à Aquagir qui va permettre d'enrichir finalement la palette d'offres et de services qui seront proposés demain aux collectivités locales qui nous rejoindront. Mais j'en dirai pas plus pour laisser le secret et l'appétence. Merci beaucoup à toi, Sébastien. On peut t'applaudir également. Et puis applaudir aquagir.fr donc pour ces 2 ans. Avant de passer à la 3e mi-temps, comme tout amateur de rugby, on va prendre le temps quand même de la conclusion avec Gilles Vauquelin, qui est le directeur de la transformation écologique à la Banque des Territoires et qui va nous dire ce qu'il a retenu de ces longs débats sur le financement de la gestion de l'eau, riches débats sur la gestion de l'eau, et également sur quelques perspectives pour le programme Aquagir. Oui, merci Solène. D'abord, ce que j'ai retenu, c'est... D'abord, la qualité de l'organisation. Merci beaucoup à toi, Solène, à ton équipe qui s'est vraiment beaucoup mobilisée pour préparer cet événement. Et merci à tous les intervenants, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, qui ont bien voulu y participer et qui ont donc garanti aussi la qualité, je dirais, aussi des débats, parce que c'est aussi ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait quand même... on a eu droit, à travers les tables rondes, quand même, à un vrai bon panorama des enjeux, justement, du financement de l'eau et de ses perspectives. Et alors, tu posais la question, Solène, sur ce que j'ai retenu. Alors moi, il y a quand même quelques mots-clés qui m'ont attiré l'attention et que j'essaie d'articuler un peu. D'abord, alors évidemment, il y a la question du mur d'investissement. Ça a été le centre, on va dire, de la discussion aujourd'hui. Mais en fait, si on résume un peu ce que vous avez dit, c'est que, en gros, il est sous-estimé, ce mur d'investissement, finalement, par rapport aux chiffres qui circulent. Il n'est pas franchement attaqué, c'est ce que nous a dit Solène Bordenave tout à l'heure. En fait, entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait concrètement, on n'y est pas et on n'en prend pas vraiment le chemin. Et le dernier point, ça a été dit dans la discussion aussi, il n'est pas encouragé, on n'est pas encouragé à l'attaquer, en fait, à le réduire. Donc ça, c'est quand même un point, me semble-t-il, qui a été assez fortement souligné dans ces débats. Deuxième point, c'est que, et ça a été dit, je crois, par Christophe Dougier, il y a quand même une demande sociale depuis 2022
Et là, on est en 2025, on est en train de revivre encore plus tôt dans l'année ce qui s'est passé en 2022. Donc, je pense qu'il y a une donnée quand même qu'il faut qu'on intègre tous, c'est la question de l'accélération. L'accélération du changement climatique, mais pas seulement ça. L'accélération de la demande sociale. C'est quand même un élément qu'aujourd'hui, on commence à intérioriser. Bon, je parle pour ceux aussi qui sont venus en train comme moi aujourd'hui et qui finalement ont été contraints par la difficulté de la SNCF à gérer les conséquences du changement climatique. Eh bien, en fait, on voit bien que malgré tous nos appels collectifs, on a quand même tous du mal à être dans le rythme, en fait, de la demande qui est en train de s'exprimer année après année de plus en plus rapidement, en fait. C'est ça le sujet. Donc il y a un vrai décalage, me semble-t-il, entre la prise de conscience sur le mur d'investissement à franchir et aussi, en fait, le délai qui nous est donné, finalement, pour le franchir. Et ça, je pense que c'est un élément sur lequel on va revenir tout à l'heure. Le troisième point aussi que j'ai entendu, et ça a été dit fortement aussi par Bruno Forel, je crois, c'était qu'il faut qu'on investisse différemment, en fait. Alors évidemment, ça pose la question petit cycle, grand cycle. Comment est-ce qu'on équilibre l'effort financier sur ces deux volets, sachant qu'ils sont indissociables. Et on voit qu'il y a des choix qui sont faits en politique publique, quand ça a été dit sur les agences, où finalement les agences ont déjà commencé à transférer finalement la redistribution de leurs moyens vers le grand cycle, et que fait évidemment avec des conséquences sur le petit cycle. Et puis le dernier point quand même qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qu'on a dit à la fin, c'est la question du passage à l'action. En fait, vous avez tous dit, en fait, on n'arrive pas à passer à l'action. On sait grosso modo ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Alors pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action ? C'est quand même un gros sujet, puisqu'il y a des solutions qui ont été évoquées sur la table. On pourrait davantage faire payer les pollueurs et les préleveurs. On pourrait aussi changer le système effectivement des redevances sur le petit cycle. Enfin voilà, il y a la responsabilité élargie des producteurs. Donc il y a des solutions qui existent, mais on les met pas en œuvre. Pourquoi on les met pas en œuvre au bout du coup ? Eh bien, en fait, si on réfléchit 2 minutes, peut-être que c'est parce qu'on a un problème collectif de consentement à payer. Parce que tous les débats qu'on a eus sur le prix de l'eau, c'est quand même un petit peu ça. Pourquoi est-ce qu'effectivement, on n'arrive pas à forcément ajuster les prix de l'eau au niveau qu'il faudrait dans tous les territoires ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la transformation politique, effectivement, de ces impératifs d'investissement, on n'y arrive pas ? Pas simplement parce que dans le fond, est-ce que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on a fait le lien entre ce que effectivement on doit gérer, ce qu'on demande qu'on gère désormais, avoir de l'eau suffisamment en quantité et en qualité, et ce qu'on doit payer pour le faire, en fait. Ça, c'est un vrai sujet quand même, parce que il me semble que c'est quand même un peu la clé de tout ça. Alors, je vais peut-être enchaîner sur notre rôle à nous, Banque des territoires, maintenant. Alors, je vais être clair, on ne va pas résoudre la question de l'équation du modèle économique de l'eau tel qu'il a été évoqué à l'instant, et on ne va pas tout seul réduire la question du mur d'investissement. On a bien vu qu'il y a des décisions à prendre sur le prix de l'eau, sur la fiscalité, sur la répartition des moyens entre petits cycles et grands cycles, sur la solidarité dans les territoires, sur ces questions de transfert financier. Donc tout ça, effectivement, il faut le construire, et ce n'est pas nous qui allons le construire. Par contre, nous, ce que nous pouvons faire, et c'est pour ça que Costa a annoncé tout à l'heure en introduction que finalement on donnait un nouveau nom à notre programme. Donc vous l'avez compris, notre programme eau qui a été créé maintenant il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il va s'appeler Aquagir, du nom de la plateforme qui existait déjà, qui était construite avec des partenaires que je remercie encore, qui sont pour certains présents ici et qui ont travaillé avec nous sur ce projet déjà depuis 2 ans. Eh bien, on voudrait effectivement pouvoir aussi jouer un rôle de contribution plus forte, de mobilisation plus forte de la Banque des territoires à travers ce programme, justement à la question de l'accélération des investissements sur l'eau. Alors, je le disais, on va pas tout résoudre, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même à notre niveau et sur lesquelles on va essayer de construire. La première chose, c'est que effectivement, on va essayer de donner un peu plus de visibilité à ce programme. On va communiquer dessus et surtout, on va associer plus largement les partenaires, parties prenantes sur l'eau, à ce programme pour qu'on puisse faire collectif ensemble et avoir un impact plus important en termes de mobilisation. Alors pour ce faire, on s'inspire d'expériences qu'on a déjà mises en place à la Banque des territoires.
qui permettent, à travers un programme, d'avoir une vraie mobilisation collective de partenaires. Et ces partenaires, ensuite, eh bien, ça permet de générer aussi des idées nouvelles de collaboration et d'accompagnement pour les collectivités locales. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire encore davantage avec le programme. Et on a notamment aussi l'idée de pouvoir se centrer sur des sujets qui ont été évoqués pendant ces tables rondes, qui vont être probablement un peu notre matrice sur le programme eau à l'avenir. Il y en a 3, grosso modo, que je vais vous résumer très rapidement. La question, c'est la gestion du patrimoine, on l'a vu tout à l'heure, donc la question des réseaux aux usines de traitement, petits cycles, la question de la fuite et de la qualité. Ça, c'est évidemment un sujet central. On l'adresse déjà fortement avec nos prêts, vous le savez. On a fait 800 millions d'euros l'année dernière en prêts, 1,3 milliard l'année précédente. Cette année, on va sans doute dépasser le milliard. Donc, on sait l'adresser de plus en plus, ça. Mais on voit qu'il y a des sujets effectivement nouveaux qu'il faut qu'on adresse et il faut qu'on soit capable notamment d'accompagner l'émergence de projets pour qu'ils arrivent au niveau du financement et qu'on puisse les accompagner en financement. Aujourd'hui, c'est un peu ce que vous avez dit aussi dans ces tables rondes, c'est que, et c'est ce qu'a dit Solène Bordenave, regardez la courbe, elle est à peu près étale sur le cycle du mandat actuel. Il faut que sur le mandat prochain, ça soit différent. Donc il faut bien qu'on ait, et ça a commencé semble-t-il, des études, qu'il y ait des travaux préparatoires et que derrière, effectivement, on ait des projets. Alors, il n'y a pas toutes les collectivités locales n'ont pas des plans pluriannuels, par exemple. Ça a été fait, il y a eu des exemples qui ont été bien présentés aujourd'hui, mais il n'y en a pas partout. Donc ça, c'est quand même un sujet. La gestion du patrimoine, c'est le petit cycle. Et après, on a 2 autres priorités, ça va faire plaisir, je pense, aussi à nos orateurs. C'est 2 sujets sur le grand cycle. Le premier, c'est la gestion de la ressource de l'eau d'amont en aval, donc la question des captages, la question des stockages, la question de la GEMA, les zones humides dont parlait Bruno Forel. Bon, ça fera aussi partie, je pense, de nos priorités sur le programme à l'avenir. Donc, 2e priorité qui touche le grand cycle. Et 3e priorité, ça a été aussi évoqué, la question de la prévention des inondations. On voit bien qu'il y a un vrai risque d'assurabilité à venir dans les territoires, sur les différents risques climatiques, pas seulement sur les inondations, mais il y en a un. Et donc, ce sujet-là, si on n'y prête pas garde, on va avoir un souci, tôt ou tard peut-être, de retrait des assurances. Donc là, il faut effectivement qu'on ait aussi de l'anticipation par rapport à ça. Et donc, on souhaite aussi, dans ce programme, pouvoir adresser cette question de la prévention des inondations. Et on sait à quel point les collectivités locales sont sollicitées là-dessus, avec le transfert notamment de la gestion des digues. Bon, voilà. Donc ça va être un petit peu notre matrice principale sur l'avenir. Et puis, alors, effectivement, je le disais, cette dynamique collective, on va la mettre, ça a été expliqué très bien par Sébastien, dans une logique effectivement de parcours, d'accompagnement de parcours, d'amont en aval avec les collectivités locales, avec l'appui de la plateforme Aquagir, effectivement, .fr, qui servira en quelque sorte aussi d'interface digitale, en quelque sorte, vis-à-vis des clients, des collectivités locales. Et puis, on va donc effectivement élargir ce partenariat, comme je disais à l'instant, et donc avec sans doute une échéance à l'automne sur l'élargissement du partenariat. Et au passage, je tiens à remercier tous les partenaires, les 5 partenaires d'Aquagir.fr, qui ont été historiquement très liés à tout ce qu'on a construit depuis 2 ans. Et notre souhait maintenant, c'est de pouvoir être encore plus nombreux autour de la table et de pouvoir construire aussi davantage avec plus de monde. Et donc, on va faire un nouveau comité des partenaires probablement à l'automne. Dernier point que je voulais souligner aussi, c'est que tout ça, effectivement, c'est au service de nouveaux contenus. Ça a été très bien expliqué par Sébastien à l'instant, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des nouveaux contenus digitaux, comme AquaRepère, qui a été livré donc récemment, sur la connaissance des ressources sur le territoire, des contenus pédagogiques, les kits, ça a été bien expliqué, et puis aussi, pourquoi pas, des nouveaux contenus sur le financier, puisque en fait, c'était quand même le sujet d'aujourd'hui. Et donc, la question de l'ingénierie, la question aussi de l'effet de levier aussi entre les financements publics de subventions et les prêts, c'est un sujet qu'on a mis sur la table avec les agences de l'eau et sur lequel on essaie de progresser maintenant. Et puis, il y a tout ce travail, effectivement, que tu as laissé un peu le suspense, Sébastien, sur la fin, avec la volonté d'avoir un effet communauté avec les clients et de pouvoir leur fournir des services un peu plus à façon. Voilà, tout ça pour dire que je termine là-dessus, que j'étais effectivement très, très heureux de pouvoir écouter tous ces débats et j'espère qu'on pourra se revoir dans 1 an. Costa disait qu'on faisait une manifestation par an, en disant que justement on a commencé à passer à l'action de manière plus franche,
même si on sait qu'il y aura des élections municipales l'année prochaine, ça sera sans doute un élément de contexte qui pèsera. Mais néanmoins, je pense que si on peut se dire dans un an qu'on a franchi certaines étapes dans la prise de décision pour passer à l'action, eh bien, je crois qu'on aura réussi notre année. Et j'espère qu'on aura aussi, entre-temps, construit tout ce qu'on a indiqué à l'instant. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, votre attention. Et merci encore à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé, je le sais. Ça a été un gros travail, donc merci à vous tous. Et merci de votre attention.